sont de puissants facteurs d'unité, de partage d'émotions, de fierté aussi. Le sport et la culture sont d'indéniables facteurs de cohésion dans une région, dans une ville, autour d'un club. Ils contribuent à son rayonnement, à son attractivité. Pour en débattre, je vais donner la parole à Khalid Bazi, 1000 batteurs pour la paix, Laura Di Muzio, cofondatrice du fonds Ladies Are Just Amazing, Julie Dumont, fondatrice de l'association Les Parcs, et Jean-Hans Manel, président de l'industrie Magnifique. Bonjour tous les quatre. J'espère que vous avez beaucoup d'énergie parce que c'est la fin de la journée, mais je ne doute pas que vous en ayez. Alors, question à laquelle vous allez répondre successivement, chacun son tour, rapidement, avant que je ne vous cuisine les uns et les autres. Qu'est-ce qui fait que le sport, comme la création et l'art, soient des facteurs de cohésion? Est-ce que c'est parce qu'on vibre ensemble? Est-ce que c'est parce qu'on est fiers ensemble? Quel est le ressort de ce lien si particulier? Julie. Je prends le micro. Oui, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Puis, voilà. Oui, vous avez répondu en partie à la question. Il y a déjà ça. Enfin, c'est une des premières raisons, pour moi. Et le fait que l'art, le sport n'ont pas de langue. En fait, on peut se réunir autour d'une activité commune et être issu de différents milieux, différentes catégories sociales, la différence du sexe, etc. Enfin, il n'y a pas de... Toutes ces notions-là n'apparaissent pas dans l'art et la culture et le sport. Et donc, c'est le faire ensemble qui est le plus important pour moi. Laura Di Muzio, même réponse, un peu différent, le sport, la musique, l'art. Allez, je vais faire un peu différent. Déjà, je ne vais pas parler ni de musique ni d'art parce que ça risque d'être catastrophique au vu de mon niveau dans ces domaines-là. C'est vrai que j'ai plutôt la connaissance du sport et encore plus du rugby puisque c'est le sport dont je suis issue. On a tendance à dire que c'est le sport collectif par excellence. Et je pense que les notions que vous venez d'évoquer, en fait, elles se retrouvent dans l'ensemble de ces éléments, que ce soit le sport ou la culture. Parce que quand on est sur le terrain, quand on fait ensemble et quand on se retrouve en fait à devoir jouer ensemble, on est obligé quelque part de s'en remettre à l'autre. Ce que je dis souvent, moi, c'est qu'en équipe, on va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas en soi. Et c'est ça qui fait en fait qu'on va vibrer ensemble parce qu'on est obligé de partager. Parce que le travail est par essence même collectif. Et on ne peut pas s'en sortir autrement. Et c'est ça qui nous emmène ensuite à pouvoir partager les émotions, que ce soit des victoires ou des défaites. Mais on s'en remet à un moment donné à l'autre pour aller puiser chez lui ce qu'on n'a pas en nous. Jean-Hans Manel. Alors, ce qui est facteur de cohésion, pour moi, c'est le fait de prendre la différence et plutôt que de la confronter, de la conjuguer. Et de la conjugaison des différences, par exemple de différents secteurs, l'industrie magnifique, c'est pas que de la culture. On va parler de l'industrie magnifique après. Culture, mais là, c'est de une question générale sur le sport et la musique ou l'art, d'une manière générale. En quoi voilà, c'est la conjugaison des différences et la fabrique du nouveau. Très bien. Khalid Bazi, aussi question générale avant qu'on aille sur ce que vous faites plus précisément. Du coup, je vais me concentrer sur ma partie, moi, plutôt la musique, le théâtre, le cinéma. C'est le rêve, en fait. C'est le rêve? Oui, parce que la culture... moi, je vais parler du gamin, je pensais toujours à un gamin d'ailleurs, mais le môme qui est en moi a rêvé, en fait, dans le cadre d'un territoire, et a rêvé d'être batteur un jour dans la salle de musique actuelle à côté, même pas à l'Olympia, mais là, à côté. Et ce qui fait la force de la culture, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on rêve de franchir des étapes grâce à la culture. Donc la culture dans sa pratique ou dans son appréciation, parce qu'il n'y a pas que les pratiquants, même s'il y a 15 millions de musiciens en France, ce qui est colossal, c'est énorme. On est un pays de culture, mais aujourd'hui, il y a aussi des gens qui apprécient la culture. Donc je pense que sur la dimension de la cohésion d'un territoire, c'est aussi la manière en tant que musicien d'être confronté à un patrimoine local, comment on le valorise. Donc moi je viens de Dunkerque, on a le carnaval, comment la musique avec le carnaval fait écho, etc. Voilà. Donc c'est vraiment le rêve, c'est vraiment de rêver, je pense. Ensemble, voilà. Donc vous êtes compositeur, vous êtes producteur, vous êtes comédien, vous êtes multi-instrumentiste vous-même. D'abord, on peut dire que la batterie, c'est l'histoire de votre vie et elle vous a à un moment personnellement sauvé, vous me disiez. Oui. D'accord, vous ne voulez pas en dire plus. Alors, je peux développer, mais effectivement, la batterie a
a été un curieux vecteur d'intégration sociale, d'acceptation aussi de soi, parce que quand on arrive dans un endroit où il y a une batterie qui est posée là, et on nous dit, écoute, tu y as accès, tu peux jouer, c'est un début d'accès à la culture, et ça permet aussi de trouver sa place, sa juste place dans un univers. Et je pense qu'on est tous, de toute façon, soumis à la même enseigne. Voilà. L'idée de 1000 batteurs pour la paix a jailli dans votre esprit dans un contexte vraiment effroyable. C'est après les attentats de Charlie, puis du Bataclan. À ce moment-là, vous éprouvez quoi? Un sentiment d'urgence, d'angoisse devant le déferlement de haine? Et vous basculez dans une dimension pacifiste avec cette idée de batteurs pour la paix? C'est ça? Oui, la démarche mentale. La démarche, c'est d'abord, je pense que comme tout le monde ici, on a eu un choc, un électrochoc. Sidération. Moi, ce qui m'a effrayé, c'est que, de par mes origines, évidemment, j'ai fait un ancrage. En psychologie, on appelle ça un ancrage. Ça veut dire que c'est très, très important à comprendre la manière dont chacun a pu recevoir ces attentats, en fait. Et selon son propre horizon culturel, on le comprend et on le lit avec des grilles de lecture très différentes, en fait. Et le lendemain des attentats du 13 novembre, je me souviens d'avoir eu, et c'est ça qui m'a vraiment effrayé, des gens que je connaissais depuis 25 ans qui m'ont demandé de m'excuser, par exemple, sur ces attentats, oui, complètement, en tant que musulman, alors que jusqu'alors, je n'étais pas musulman pour eux. C'est-à-dire que pour eux, j'étais le batteur, sympa, cool, etc. Mais je dis, mais il ne faut pas tout mélanger. Et en fait, c'est là où effectivement, j'ai été effrayé parce que tous les cours d'histoire qu'on nous a donnés sur la Shoah, par exemple, où effectivement il y a eu des Juifs envoyés en masse dans les camps, etc. J'ai eu comme une espèce de peur en me disant comment, à un moment donné, on peut embrigader ou manipuler aussi des populations. Et là, je me suis dit, les terroristes ont peut-être un peu gagné la partie là. Donc peut-être qu'il faut qu'à notre échelle, chacun bouge un peu à son niveau, bouge un peu les lignes. Mais on peut pas, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, rester les bras croisés, même si on est dans un confort. Nous, on est intermittent, on travaille, et tant mieux pour nous, on a réussi à atteindre nos rêves, nos buts, etc. Mais il faut penser aussi aux générations qui arrivent et penser peut-être à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension de se dire j'aime mon pays, je me sens furieusement français, il est hors de question qu'on vienne me dire qu'on vienne me dire quoi que ce soit d'autre que je suis français. Voilà. Et c'est quoi aujourd'hui être français? Ça rejoint la culture. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il y a un logiciel, il y a une histoire, il y a un lien qui fait qu'on est attaché à une terre. Et effectivement, à partir de là, l'idée de battre pour la paix est venue vraiment de manière très instinctive. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de calcul. Et on a été très très vite rejoints par des centaines de milliers de personnes. On a eu Manu Katché qui nous a parrainé, David Hallyday qui m'a appelé un jour. Et c'est assez rigolo de voir aussi comment même des directeurs de grands comptes, comme Vinci Immobilier, ont soutenu activement le bus pour la paix. Ouais. Donc le bus qui est devant, là, il est devant l'hôtel. Voilà, exactement. Région, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet en tout cas de voir à quel point, même si on peut avoir des différences, qu'elles soient d'origine ethnique, religieuse ou même de catégorie socio-professionnelle, il y a quelque chose d'universel dans la paix qui fait que ça touche chacun d'entre nous au niveau des cœurs, en fait. Voilà. Donc ça se traduit par un concert, ça se traduit par un bus. Racontez-nous un peu les différentes actions que vous avez menées à partir de cette envie de paix, de cette envie de pacification des esprits à travers la musique et plus spécifiquement la batterie. Alors, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais une double casquette, à la fois artiste, mais aussi travailleur social. Donc, ayant grandi ici à Dunkerque et à Grande-Synthe, dans une banlieue de Dunkerque, j'ai eu la chance, voilà, je l'ai dit moi, vraiment d'être formé par des gens incroyables, formidables dans le social, et qui m'ont permis en fait de me doter d'outils de gestion de projet, etc., et de jamais faire un projet qui soit un one-shot. Ça veut dire on arrive, on fait un projet, ça fait un peu d'esbrouf, on se fait du bien et puis on repart. Voilà. Donc l'idée c'était de me dire comment avec cette idée de battre pour la paix, on peut créer quelque chose sur le moyen et le long terme. Donc on a réuni tout un tas d'acteurs, des sociologues, des penseurs, des élus locaux, des citoyens. Moi, j'avais des potes avec qui j'ai grandi qui étaient dans la police, par exemple. Voilà. Et l'idée c'était de se dire comment on réfléchit sur 2 générations. Voilà, parce que j'en avais marre, moi, d'être sur des dispositifs de 2 ans, 3 ans. Oui. Et il fallait se dire, allez, 2 générations, comment on fait pour essayer de penser, de rêver ensemble la France dans 20 ans. Voilà, 20 ans, 25 ans, pour qu'on puisse vraiment essayer de se dire, voilà, quel héritage on peut aussi laisser. Et on est parti de là et on a créé 3 axes, l'école de la paix, le bus pour la paix et un événement annuel qui s'appelle les 1000 batteurs pour la paix.
Quel est le moment où, quand vous contactez des gens, quand des gens vous rejoignent pour vous associer à ces expériences de vie, et ce mouvement, quel est le moment où le déclic chez eux prend, où il y a une alchimie qui prend, une alchimie collective autour de ça? Alors c'est intéressant, c'est la première fois qu'on pose cette question, mais c'est très curieux en fait, c'est impalpable. Moi, ça risque de vous faire peur, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de spiritualité quand même dans tout ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on lâche quelque chose. Ouais, il y a un lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lâche prise et on rentre dans quelque chose où on touche le cœur. Et en fait, le battement et les percussions, je pense que c'est pas anodin, mais les percussions ont fait partie des premiers langages de l'humanité, on le sait aujourd'hui, et que si ça résonne autant, c'est que c'est pas anodin. Et ça résonne, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, y compris en Europe. Et en France, où il y a une énorme culture de la percussion qui malheureusement est encore sous-valorisée, je trouve, à mon goût. Mais effectivement, les rencontres se font et c'est où ça match, où ça matche pas. Mais quand ça match, ça donne des amitiés en fait derrière qui sont incroyables et on peut vraiment se défoncer. Que la percussion, en fait, c'est mieux adapté à l'objectif de cohésion que d'autres instruments de musique, pour vous, oui? Oui, parce que la percussion, ça ne demande pas d'électricité. Oui. La percussion s'additionne contrairement aux guitares. J'ai rien contre les guitaristes, hein. J'adore les guitaristes, mais je fais un clin d'œil à mes amis. Mais c'est vrai que les percussions, si on met 40 djembés ou 200 batteries, il va y avoir quelque chose d'harmonieux. Contrairement à si on peut pas mettre 15 pianos ensemble, ou alors s'il le fait, il faut faire des arrangements. Mais là, on peut très vite obtenir quelque chose de très correct, de très intéressant. Et en un temps record, je peux vous faire jouer en 5 minutes de la batterie. Vraiment, mais c'est... Il y a du boulot. Non, vraiment, mais je suis très sérieux quand je dis ça. Ça veut dire que vraiment, je vous invite toutes et tous à faire un test. Mais on peut tous taper un rythme, vraiment. Ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est pas une question de talent, c'est juste une question de concentration, d'écoute. Et ça marche notamment avec les gamins qui sont exclus des collèges, qu'on récupère, qui à un moment donné déstressent grâce à ça, parce qu'ils donnent une énergie. Ça donne une énergie. Et la percussion, si on peut pas faire de la boxe ou si on peut pas faire de sport pour X raisons, c'est vrai que la percussion permet, en tout cas, de dégager une énergie qui peut être parfois un peu négative et de la transformer en positif. Vos cibles, c'est tout le monde ou c'est les gamins des quartiers? C'est ceux qui risquent... On est parti du terrorisme, c'est ceux qui risquent d'être happés par le djihadisme? Oui, évidemment qu'à la base. Eux, d'abord. Non, mais à la base. Oui, à la base, c'est évidemment le vivier que les terroristes ou que les mentors ou que les gourous touchent. Donc évidemment, nous, c'est les gamins qui peuvent parfois être malléables. Donc notamment les collégiens exclus des collèges, en échec scolaire, ou malheureusement certains étudiants, voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, vous avez raison. La cible pour nous, elle est on touche tout le monde parce que quand on rencontre des élus depuis 4 ans, 5 ans et qu'on réussit à leur faire changer un petit peu leur dogme sur le fait que sans le savoir ou sans le vouloir, ils peuvent faire un peu de clientélisme. Donc en fait, où est la place de l'éthique? Parce que moi, je ne crois pas à la malveillance chez les gens. Moi, je pense que fondamentalement, on est tous des gens bienveillants, mais que parfois on peut être un peu bête, ou on peut être un peu paresseux, ou parfois on peut être un peu léger. Je refuse en tout cas de croire que les gens sont mauvais ou méchants par nature. Je ne crois pas. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le contact qu'on réussit à produire, on produit des rencontres improbables à travers ce bus, entre des gamins qui peuvent parfois être complètement paumés, des seniors dans des EHPAD, des élus, des chefs d'entreprise, ce qu'on appelle vulgairement des banlieusards ou des bobos. Enfin voilà. Et en fait, ces croisements-là, c'est ça qui fait finalement la richesse du projet. Merci. Merci beaucoup. Laura Di Muzio, cette dimension de paix qui a été accolée à la musique, en l'occurrence à la batterie, pour vous qui êtes une rugby woman émérite, est-ce qu'on peut aussi l'accoler au sport? Une compétition sportive, quand on voit ça comme ça de l'extérieur au départ, c'est un peu un moment d'affirmation nationale, voire nationaliste, non? Alors oui, nous, quand on part sur le terrain le dimanche à 15h, on a tendance à dire qu'on va jouer et qu'on va faire la guerre. Mais c'est vrai que c'est des termes en fait qui sont extrêmement rattachés au terrain et à ce qu'on va vivre. Et ce qui se passe sur le terrain, c'est la confrontation en effet entre deux clubs, deux nations et l'affirmation du meilleur à un moment T, qui n'est d'ailleurs pas une vérité constante. Mais ce qui se passe ensuite en dehors du terrain, et on a la chance quand on joue au rugby d'avoir la première, la deuxième
Et la troisième mi-temps, c'est surtout le rassemblement des protagonistes derrière la bannière sportive. Et on se rassemble et on se retrouve en fait derrière les valeurs universelles du sport en lui-même et non pas juste de la confrontation qui vient d'avoir lieu sur le terrain. Et ça, c'est un élément d'ailleurs qui, moi, me tient encore plus en tant que capitaine d'équipe. Ce qui se passe sur le terrain, c'est une chose, parce qu'on est là aussi pour remplir des objectifs qui sont les nôtres. Mais à partir du moment où on quitte le terrain, il faut être capable de dissocier la joueuse de la personne. Parce qu'en effet, on enfile notre costume. J'ai mis aujourd'hui mon maillot. Je n'ai pas mis le short, j'aurais presque pu. Mais on est des protagonistes à un moment T. Et quand on en sort, en fait, on est tous reliés derrière la même bannière du sport, quoi. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait derrière ça un éloignement, on va dire, de l'idée de paix entre nous, quoi. Puisque, au final, on court tous derrière la même chose. C'est le ballon et c'est ce qui nous fait vivre. Vous avez été, il faut le dire, championne de France en 2016 en rugby. Vous êtes convaincue de la valeur fédératrice du sport, vous nous le disiez en ouverture, également de sa dimension positive pour générer de la confiance en soi, confiance en l'autre aussi peut-être. D'où l'idée de ce fonds que vous avez créé, Ladies Are Just Amazing. C'est quoi ce fonds? Ça marche comment? Ça fonctionne comment? C'est pour faire quoi? Alors, on a créé ce fonds l'année dernière sur un constat qui est simple et qui est extrait de notre vécu, on va dire à nous les sportifs, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sports à haut niveau pour le féminin qui sont complètement amateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai joué 15 ans au rugby de haut niveau, je n'étais pas rémunérée pour la pratique de ce sport parce que ça reste un sport non professionnel. Et donc, toutes les sportives qui sont dans ce cas-là, elles vont avoir un double projet, savoir elles sont sportives le soir et le week-end, et la journée, elles sont étudiantes ou professionnelles dans une entreprise, peu importe. Elles ont leur double parcours de femmes et de sportives. Et de ce constat-là, on a voulu mettre en avant les sportives, les faire rayonner et les utiliser comme des femmes inspirantes aux doubles compétences. Et l'idée du fonds, c'est de pouvoir créer des projets qui sont portés par les sportives à destination de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc ça peut être des ateliers complètement sur des thématiques complètement différentes en fonction de nos sportives, à destination de jeunes enfants, de jeunes décrocheurs, de personnes en situation de handicap, parce qu'en fait, les profils sont multiples. Alors on travaille parfois avec des jeunes femmes sportives de haut niveau et qui sont formées dans le domaine alimentaire, chef cuistot, diététicienne, et qui interviennent auprès de jeunes sur ces thématiques-là. D'autres qui vont être dans le domaine du soin, des infirmières, des ostéos, des kinés, qui vont intervenir, on l'a fait il n'y a pas longtemps avec une association sur Roubaix autour des gestes barrières avant le confinement l'année dernière. Et en fait, l'idée, c'est en utilisant le fil rouge du sport, de pouvoir rassembler des personnes qui sont dans l'ombre, qui sont à la fois les sportives et qui ont des compétences à faire valoir, ou les publics éloignés, isolés, qui, eux, ont peut-être ça aussi en eux et qui simplement l'ignorent. Et le sport a cette capacité à, en effet, révéler la confiance qu'on a en soi et la confiance que les autres vont nous révéler de nous. Parce que quand on met les pieds sur le terrain, de toute façon, mais c'est la même chose dans la vie, et j'imagine c'est la même chose aussi dans la musique, on n'a pas de performance, on n'a pas de réussite sans ressentir la confiance en soi, mais surtout sans ressentir la confiance des autres. Et l'effet du groupe, et c'est tout le sujet de la conférence aujourd'hui, de la table ronde, l'effet du groupe, pour ça, il est extrêmement important. On est d'autant plus puissant qu'on est ensemble parce que le groupe nous dépasse individuellement en fait. Et le sujet du fond, c'est ça, c'est de connecter des mondes qui ne se connectent pas ou qui ont du mal à se connecter entre nos sportives, les associations qu'on accompagne et les mécènes des entreprises qui viennent supporter les différents projets. Donc c'est un fonds animé par des femmes, on est bien d'accord, mais qui s'adresse à tous. Oui, évidemment, sont les sportifs qu'on met en avant, mais dans nos publics, nous avons des hommes, des femmes. J'ai dans l'assemblée là-bas un vieux monsieur chauve avec des lunettes qui est l'un de nos fondateurs aussi. Donc, bon, il en a peut-être un peu marre d'être toujours avec des femmes, mais je crois qu'il le vit bien au final. Oh, regardez, voilà, il a l'air en pleine forme. Enfin, ça c'est... Physiquement, il va moins bien, mais mentalement, on essaye de l'aider, vous voyez. Oh, il y en a qui se reconnaissent, ça m'inquiète. Messieurs, ne vous inquiétez pas, on va vous remettre sur la pente ascendante, ça va bien se passer. Et donc oui, l'objectif, c'est simplement d'avoir comme prétexte le sport pour que les gens se rassemblent et puis reprennent, on va dire, confiance en eux. Est-ce que le sport reste trop élitiste dans notre pays ? Le sport reste trop élitiste ? Oui, c'est une question. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à voir le sport à travers le club, les équipes internationales ou nationales, alors qu'en fait, faire du sport, c'est pas avoir une licence dans un club. À partir du moment où on a sa paire de baskets, son ballon et qu'on est ensemble, il n'y a pas besoin en fait d'avoir une structure identifiée pour être sportif. Et il faut sortir justement de cette croyance-là, parce que ça peut amener justement des barrières ou des préjugés, des
des idées préconçues. Enfin, moi, des a priori... Oh, merci, vous êtes parfait, monsieur. Coopération. Bah, pourtant, j'ai l'impression que vous êtes dans la même métaphysique que mon associé, mais non, je retire ce que j'ai dit. Vous voyez, même coiffeur. Yannick, attention, t'as un copain. Et en fait, j'ai souvent tendance à dire que nous, les adultes, mon Dieu, les vieux, ça y est, je suis dans la catégorie des anciens, on a tendance à projeter justement sur les plus jeunes nos propres croyances. Et je le vois de plus en plus avec le monde du rugby. Moi, je suis une femme, je joue au rugby, j'ai commencé il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on m'a souvent expliqué que le rugby, c'était pas un sport pour les femmes, que le rugby, c'était trop violent, que c'était pour les garçons, que je pouvais pas le faire. Alors que c'est ce qui fait la femme que je suis maintenant, autant d'un point de vue professionnel que sportif. Alors qu'un gamin ou une gamine, quand il se retrouve avec des copains, avec un ballon, qu'il soit ovale, rond, peu importe, il se pose pas la question de savoir si c'est pour les filles ou pour les garçons. Mais c'est exactement la même chose dans différentes catégories sportives ou culturelles. Et donc c'est surtout à nous de faire le travail autour de cette idée de l'élite, des barrières, de déconstruire ça dès le plus jeune âge. Mais c'est chez nous qu'on doit le déconstruire, c'est pas chez les jeunes. C'est à nous de faire le travail, de se dire, mais en fait, s'ils ont envie de le faire, et qu'ils le fassent. Et j'ai eu la chance, mon Dieu, je sais que ma mère ne regarde pas cette table ronde, mais si jamais elle la regarde, moi j'ai la chance, à la maison, je n'ai jamais entendu, quand à 15 ans j'ai dit, maman, papa, je veux faire du rugby, bon, je faisais déjà du foot avant, donc je pense qu'ils avaient compris, ils m'ont pas dit, non, Laura, c'est trop compliqué, tu vas te casser le nez, tu vas te casser les dents, ça c'est ma grand-mère qui l'a dit, ils ont dit, ok, on va t'acheter des crampons, et si tu as envie de faire ça, mais fais-le, si c'est ça qui t'épanouit. Et donc je pense que ces notions d'élite et de barrière, en fait, on se les fixe nous-mêmes et on les retranscrit sur les autres. Et il est là, en fait, l'enjeu. C'est de déconstruire ce qu'on s'est mentalement imposé pour laisser, en fait, chacun pouvoir lui-même essayer et puis peut-être s'épanouir et du coup trouver sa voie. Vous parliez de la confiance, la confiance en soi qui vient avec le groupe en fait. Le groupe génère de la confiance en soi, en les autres, par le regard des autres et par l'action cumulée. Donc là, il s'agit d'un sport collectif. Le sport collectif génère cette confiance-là. Est-ce qu'un sport individuel peut être aussi générateur de cohésion territoriale ? Alors oui, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas essayer de comparer les différents sports et puis de les mettre en opposition. On parle souvent de l'opposition entre le foot et le rugby, par exemple. Je trouve ça complètement ridicule. En fait, dans un sport individuel, il faut se rendre compte qu'on n'est jamais seul. Oui, on va réaliser la course ou la compétition seul, mais on ne s'entraîne pas seul. On est toujours accompagné de coéquipiers, de partenaires d'entraînement et d'un staff qui nous amène en fait à comprendre le sport et la performance de manière collective. Et donc, bien entendu, le sport individuel, au même titre que le sport collectif, peut participer à la cohésion du territoire. Non pas seulement en fait dans la pratique, mais aussi de par ce qu'il génère. Et c'est la même chose quand j'écoutais... Excusez-moi, j'oublie votre prénom. Khalid. Je suis nulle en prénom. En fait, oui, les batteurs se rassemblent, les musiciens se rassemblent, comme les sportifs vont se rassembler pour pratiquer le sport. Mais en fait, autour, ils vont générer sur les spectateurs, sur, on va dire, les différentes parties prenantes, tout autant d'émotions, tout autant de moments forts qui se marquent et qui vont créer cette cohésion. Et ça, c'est aussi vrai pour un sport collectif que pour un sport individuel. Merci beaucoup. Merci, Laura Di Muzio. Merci à vous. Jean-Hans Manel, président de l'Industrie Magnifique. C'est une rencontre, Industrie Magnifique, entre l'art et l'industrie sur la place publique. C'est une idée magnifique. Vous nous expliquez ? Merci. Oui, alors, en fait, ce qui nous rassemble, c'est le jeu, en fait. C'est le fait de jouer de la musique, le fait de jouer du sport. Et en fait, moi, j'ai inventé avec une équipe, c'est toujours des histoires collectives, finalement. Même les histoires les plus individuelles et les sports les plus individuels sont toujours accompagnés d'équipes. On a inventé un jeu qui consiste en gros à prendre un territoire, là en l'occurrence c'était l'Alsace, à mobiliser les entreprises de ce territoire, à les mobiliser pour accueillir un artiste de partout, pas forcément du territoire, et à travailler en binôme sur un processus de 12 à 18 mois, à la création d'une œuvre d'art monumentale, originale et symbolisant l'entreprise. Et à l'issue de ce travail, avec la complicité des collectivités locales, d'exposer pour la première fois ces œuvres sur la place publique, là en l'occurrence c'était à Strasbourg, dans le cadre d'une sorte de galerie d'art à ciel ouvert. On a fait ça 2 fois. Une première fois en 2018, on a attiré 300 000 visiteurs
pour 10 jours de manifestation en mai 2018. Vous avez certainement vu le mammouth qui volait sur l'eau au pied de la cathédrale. Ça a fait le tour du monde. Ça a même fait la une du New York Times. Enfin, bon, et la deuxième fois, c'était récemment, c'était au mois de juin cette année. Ça devait être un an plus tôt, mais évidemment le Covid nous a arrêté à 1 mois et demi de l'événement. Donc on a reporté d'1 an. Et là, cette année, on a mis la lune d'un artiste britannique qui s'appelle Luc Gérame dans la cathédrale de Strasbourg. Si vous tapez cathédrale de Strasbourg, les premières photos qui viennent, ce sont Museum of the Moon, qui est cette œuvre de Luc Gérame. Voilà, c'est ça l'industrie magnifique. Enfin, c'est difficile à résumer. C'est à la fois un concept vraiment de coopération entre artistes, entreprises et collectivités. Les trois sont très importants. Donc c'est pas que de la culture, c'est aussi de l'économique et c'est aussi du politique. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile de nous mettre dans une case. On a créé, par exemple, en l'espace de 2 éditions, on a financé pour 4,5 millions de création d'œuvres d'art, dont pratiquement 3 millions de créations ex nihilo, quoi. 300 000 visiteurs pour la première, 300 000 visiteurs, pour la première édition. Oui, 330 000 la première, 280 000 cette fois-ci. Oui, d'accord. Donc maintenant, ça marche. On peut dire que ça marche. Le premier, c'était un proto, ouais, on y allait avec les dents. Est-ce qu'au départ, il y a eu des réticences ? Est-ce qu'on vous a dit, mais t'es complètement dingue ? Bien sûr, ouais, personne n'y croyait, ouais, évidemment. Ouais. Au départ, quand vous allez voir un chef d'entreprise, n'importe lequel, même si vous le connaissez, en disant, bon, ce que je te propose, c'est de bosser avec un plasticien, de créer une œuvre d'art et de l'exposer sur la place publique, il me dit, bon... peut-être pas que ça à foutre, quoi. Oui, c'est ça. C'est un vrai processus de cohésion. Vous parlez d'activateur de territoire. Vous aimez bien ce terme ? Oui, c'est un vrai... si vous voulez, enfin, tout le monde connaît ici dans la salle, j'imagine, la différence entre un artiste, un chef d'entreprise et un homme politique, quoi. C'est vraiment pas le même rapport au monde, c'est pas le même rapport au temps, c'est pas la même manière d'habiter le temps. Donc, la première gageure, c'est de les faire travailler ensemble, dans le cadre d'un projet commun, qui est orienté vers un objectif commun, qui à la fin consiste à offrir aux citoyens une manifestation. Là, il y avait 30 œuvres d'art, 60 œuvres d'art, pour 300 000 visiteurs. Sur les 300 000 visiteurs, à mon avis, si vous voulez, il y en a 80% qui ne foutent jamais les pieds dans un musée. Donc, c'est la confrontation à l'œuvre d'art sur ce qui appartient au peuple, qui est la place publique. C'est une activation pour le politique d'un symbole qui est le symbole même du politique, la place publique. C'est une activation de l'entreprise, de sa capacité à créer de la richesse, parce qu'elle est là pour ça, l'entreprise. Donc, c'est elle qui fournit les ressources. On est dans un cadre de mécénat très particulier. Et pour l'artiste, c'est évidemment une formidable occasion Il y a des artistes qui font leur année avec une opération comme ça, mais c'est aussi une formidable occasion de s'ouvrir. Par exemple, la plupart des œuvres sont vraiment le fruit du savoir-faire croisé de l'entreprise et du savoir-faire de l'artiste. Certains artistes travaillent avec des matériaux qui sont les matériaux de l'entreprise, travaillent avec les savoir-faire industriels de l'entreprise, et sans cette rencontre, l'œuvre ne peut pas avoir lieu. Donc, pour un artiste, c'est l'élargissement de sa pratique artistique par l'intégration de nouvelles techniques, de la maîtrise de nouveaux matériaux, etc. Pour les visiteurs, on en revient à l'instant aux visiteurs, maintenant, autour de 300 000, grosso modo par édition pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils éprouvaient en voyant cette œuvre sur la place publique, dans cette cathédrale ? C'est la fierté d'appartenir à cette ville qui a pu créer un événement avec vous, enfin par vous, par votre volonté, un événement aussi spectaculaire. C'est de la fierté, c'est de la béatitude d'être finalement dans une sorte de moment privilégié, un peu hors du temps. Ouais, je pense vraiment le premier truc, c'est le bonheur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a notamment, je me souviens de mai, la première, c'est toujours plus fort. Hein. Et en mai 2018, quand on a commencé ce truc-là, c'est-à-dire on a mis des œuvres d'art là sur les places publiques, et puis il y avait une quantité incroyable de gens qui passaient en famille, individuelle, et on avait l'impression d'avoir allumé la lumière pendant 11 jours. Il y avait un flux permanent, de jour comme de nuit, parce que le parcours il est nocturne et diurne.
Et donc il y avait une espèce d'animation, de bonheur urbain, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, après, effectivement, on a eu beaucoup de témoignages en disant on est fiers d'être strasbourgeois, d'être alsacien ou de travailler dans cette entreprise. Et c'est transposable partout en France. Donc on peut être fier d'être autre chose. L'idée, par principe, c'est transposable. Oui, parce que le proto a marché. Le deuxième, c'était un crash test, parce que le 17 mars 2020, lorsque on a dit on ne fait pas l'opération qui devait se dérouler 1 mois et demi plus tard, je me suis dit ils vont tous se barrer, parce qu'ils auront autre chose à foutre les entreprises que de s'occuper de... Et en fait, il n'y en a pas une qui a bougé. Mes 180 partenaires sont restés. Et on a fait cette deuxième opération qui a été effectivement le premier gros événement public en France. De l'après-Covid. Post-Covid. On l'a même fait d'ailleurs avec une dérogation préfectorale, puisque jusqu'au 9 juin de cette année, on ne pouvait pas exposer. Donc que ça commençait le 3 juin. Donc on a eu là aussi une complicité avec l'État, en l'occurrence, pour pouvoir transcender finalement des conditions sanitaires qui n'étaient pas favorables, mais il y avait aussi des enjeux économiques, il y avait aussi des enjeux sociétaux. Donc je pense qu'effectivement, ça rend intelligent de coopérer, c'est-à-dire c'est l'intelligence de l'autre. En musique, on a beaucoup ça, c'est d'écouter l'autre, de jouer ensemble. C'est très important, ça. Et ça se passe pas, ça se passe dans l'inter, ça se passe dans la relation. Voilà. Et on espère que l'industrie magnifique va faire beaucoup de petits ailleurs en France. Et je sais que vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour y veiller. On va passer la parole à Julie Dumont, oui, je tout de suite, fondatrice et déléguée générale des parcs. Tout au long de la journée, il y a une œuvre qui s'est construite ici, une nappe monde. Alors d'abord, les parcs, qu'est-ce que c'est? Des divinités? Oui, c'est ça, c'est les divinités romaines qui filent la destinée des hommes. Alors on m'a dit grec, moi. Ouais, bon, il y a les moires aussi. C'est un peu les mêmes, en fait, les divinités grecques et romaines, avec des noms différents, mais ça reste les mêmes, oui. Et pourtant, c'est un peu sombre, l'histoire, parce qu'au bout il y en a une qui file le fil, Nona, Décima qui tire le fil et Morta qui coupe le fil. Mais destinés à s'engager dans la vie citoyenne, nous tisserons ensemble des destinées. Et donc personne ne coupera le fil, parce que justement, quand on est en équipe, on n'est pas juste 3. On a permis de monter des actions pour tisser du lien social. Donc c'est un tissage pour tricoter ou pour tisser ou tricoter de la cohésion, c'est ça Oui, du lien. Oui, du lien. Donc le choix de ce nom au départ, il y avait, donc je l'ai expliqué. On voit toute la journée sur cet écran ce tissage. Mais ouais, j'ai grandi dans un quartier politique de la ville, dans le 13e arrondissement, les Olympiades. Et donc il y avait l'envie de choisir un nom qui a été en rapport avec mon quartier. Ouais. Et donc la notion, le fil, en fait, beaucoup de projets au départ liés au tricot, à la broderie, le savoir-faire des anciens. Parce que ce projet est né avec des seniors que j'ai montés en EHPAD. Donc l'idée de garder dans le temps un mot, une phrase, une citation. C'est ça, là on voit une phrase, cohésion des territoires, là en l'occurrence, qui a été brodée tout à l'heure. C'est ça, comme un mur d'expression qui reste vraiment dans le temps, à l'heure où tout file si vite et tout est impalpable. Et là, c'est l'idée de se poser. Et il y a un grand pouvoir méditatif aussi dans ce genre de pratique. C'est rond, une nappe monde. Le jeu de mots est très joli avec map monde. La rondeur, la forme, est-ce que ça a une signification ou pas du tout? C'est juste un hasard si c'est une nappe? Oui, mais après, quand on analyse un peu tout ce qui se joue autour de nous, on est sur une planète ronde. Les planètes sont, on a les atomes, etc. Du coup, c'est le fait de se retrouver tous autour d'une table aussi, de partager quelque chose.
Je suis contente d'être passée en dernier parce que j'adore découvrir des nouveaux projets, des talents différents. Et du coup, chacun des témoignages me parle aussi dans les actions qu'on a menées. Mais voilà, on a la notion de tambour aussi dans la broderie. Ce tambour rond. Et donc, le fait de juste tisser point par point, enfin, c'est plein d'enchaînements de points qui sont reliés. Chacun a pu participer à son échelle en donnant des mots, des citations et en participant à cette broderie. Au-delà de cette œuvre précise, vous êtes créatrice d'ateliers citoyens pour enfants et d'œuvres participatives intergénérationnelles. La cohésion, ça commence à quel âge? Ça commence quand on est Dès le plus jeune âge. Oui. En fait, donc juste pour reparler de l'historique, assez brièvement, j'ai monté une association dans le quartier où j'ai grandi pour agir vraiment en micro-local et à mes pieds. En utilisant l'art comme vecteur de lien social. Et donc, on était dans la rue et on faisait ensemble. Voilà, donc des tables, c'est ce qui s'est passé même aujourd'hui. On a des tables, des chaises et les gens viennent discuter, s'assoient ensemble. Voilà. Et après, cette association, elle a évolué au fur et à mesure des projets. On a répondu à des besoins, on a répondu à des solutions de territoire. Ça a permis de créer de la concertation citoyenne et de faire avec aussi la mairie, les autres partenaires de quartier. Ça nous a permis de faire de la mobilisation et de la concertation, et donc on a répondu à des vrais besoins. Donc on a monté un jardin partagé, on a monté d'autres actions, et petit à petit on est monté en échelle pour intervenir sur d'autres arrondissements, et maintenant on agit sur tout Paris et Île-de-France. Et en fait, les ateliers étaient au départ à destination des enfants, des tout petits, et donc les petits héros héroïnes du quotidien, comme quoi on peut tous être un super quelque chose à son échelle. Dès 2 ans, à l'époque, on a fait comme ça, on n'avait pas forcément toutes les autorisations, etc. Et moi qui suis maman aujourd'hui d'un petit garçon qui va avoir 7 ans, on voit comme c'est extrêmement important d'avoir un suivi, et donc je te rejoins sur le fait de ne pas avoir des actions éphémères, mais que d'on ait un vrai suivi dans les actions. Et nous, donc on a des enfants qu'on a vu grandir et qui sont passés par nos ateliers, et dont on peut voir en fait que ce qu'on a fait avec eux a eu des répercussions sur leur avenir. Donc le fait de travailler sur plusieurs générations, avec les parents aussi, c'est extrêmement important. Et mon petit garçon est finalement mon meilleur exemple de ce que j'ai pu lui transmettre. Donc oui, ça commence dès le plus jeune âge, et on sait dans la psychologie, en neurosciences, etc., que le cerveau de 0 à 5 ans doit être vraiment accompagné et suivi. Comme disait Laura, voilà, on reproduit en tant que parent des schémas, on peut enseigner, transmettre nos croyances limitantes, et que du coup un enfant, en fait, il faut juste lui donner l'univers qu'il faut, cette rondeur, pour grandir comme il le souhaite. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions de Joséphine Staron, mais avant, je vais vous poser à chacun une dernière question en vous demandant de répondre brièvement les uns et les autres. Est-ce que vous estimez les uns et les autres être porteurs d'une démarche politique au sens noble, au sens littéral du terme? Khalid. Ouh là 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 là. Alors. En plus, j'ai dit brièvement. Hein. Oui, brièvement, oui, merci. Voilà. Oui, évidemment que. Alors, moi, au départ, j'étais frileux avec ce terme, parce que je voulais absolument que l'action citoyenne se situe justement au-dessus de tout enjeu politique. Parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui, mais c'est un point de vue très personnel, mais que je partage maintenant de plus en plus avec mes colistiers et colistières, c'est le fait que on ne pense pas, à mon sens, assez le politique dans le sens de l'intérêt général. Voilà. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas des élus qui, eux, le font, évidemment, mais je parle là, pour le coup, c'est une autocritique en tant que citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, l'action politique, il y a une espèce de prête à... on délègue les pouvoirs à un élu tous les 6 ans, et puis on attend que ça se passe. Et je pense que, voilà, donc, je crois qu'il y a quelque chose de politique dans ce qu'on fait. D'accord. Pour moi, c'est clair et net, c'est évident. Julie Dumont.
On intervient en quartier politique de la ville depuis 10 ans maintenant. Oui, pareil, apolitique, mais la volonté de réveiller les consciences, de développer le pouvoir d'agir avec les publics. Oui, forcément, on œuvre pour une citoyenneté collective. Merci, Jean. L'industrie magnifique, c'est un mouvement ou un grand jeu de coopération entre artistes, entreprises et collectivités pour soutenir la création artistique, pour valoriser les savoir-faire industriels et pour animer les territoires. Donc il n'y a pas plus politique que ça. Ouais. Merci. Laura, Dimulsio. Pratique, j'ai pas beaucoup argumenté puisque tout le monde a déjà répondu. Oui, bien sûr, les politiques au sens de police, la cité, je pense que ce soit la culture ou le sport, on reste des acteurs fondamentaux de cet élément-là. Et au-delà en fait de ce qu'on peut maintenant imaginer comme étant la politique telle qu'on la parle et qu'on la voit quasiment tous les jours dans notre quotidien. Oui, je pense que chacun d'entre nous, on reste à notre niveau des acteurs de ce que peut être et de ce qu'on veut que devienne notre cité. Merci beaucoup. On prend quelques questions. Joséphine. Merci Geneviève. Alors on a une question. Est-ce qu'il est possible de mesurer l'impact de la culture et du sport dans la société ? Qui veut répondre ? Nous, en ce moment, on se fait accompagner par, d'ailleurs j'en parle, Alteraction, avec un groupe de jeunes de grandes écoles, pour créer un kit d'études d'impact de nos actions, justement sur 10 ans. Et en fait, on a extrêmement insisté sur le côté qualitatif. Et donc, qu'est-ce qu'on a produit avant d'arriver, avant de faire les actions, pendant et après ? Et est-ce que le bien-être des personnes qu'on a accompagnées a vraiment eu lieu ? Sur le côté sur ce que tu disais par rapport au rêve, nous, notre leitmotiv, c'est réenchanter le quotidien. Est-ce qu'on a vraiment réenchanté le quotidien des gens avec qui on a travaillé ? Est-ce que sur un quartier dans lequel on est intervenu, il y a eu cet impact ? Oui, je pense. En fait, il faut juste le mettre en place et pouvoir avoir un questionnaire avant, pendant, après, et avoir un vrai suivi. Mais oui, je pense que c'est possible. D'accord. Joséphine, d'autres questions ? Peut-être. Dernière question. Les territoires qu'on dit défavorisés sont souvent aussi ceux dans lesquels on trouve le moins d'aménagements liés au sport et à la culture. Alors, comment y remédier et est-ce que c'est uniquement une question de moyens ? Qui veut répondre ? Bon, c'est une question de volonté uniquement. Les moyens, ça suit toujours. D'accord. Si on nous donne plein de moyens, on les prend. Non, mais bien sûr, mais je pense que non, c'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais il faut avoir le bon rêve. Oui. Il faut que le rêve, effectivement, il soit d'intérêt général. Et il faut en fait qu'il soit suffisamment intéressant pour les parties prenantes, c'est-à-dire pour attirer les parties prenantes. Voilà. Après, les moyens, enfin, c'est marrant. En France, on a vraiment un problème avec l'argent, quoi. L'argent, c'est du carburant, quoi. On s'incline pas devant le carburant. Il faut du carburant pour faire fonctionner la voiture. Mais c'est pas le carburant qui fait le voyage, quoi. Non. Donc voilà. Donc l'idée, c'est avoir le voyage, savoir où on veut aller, avoir le véhicule, et pour ça, avoir du carburant. Voilà. J'ajouterais juste une chose qui me semble importante sur cette question des moyens, c'est que c'est aussi, enfin les moyens ne se traduisent pas non plus que par l'aspect financier, je te rejoins complètement, tu as tout à fait raison, mais c'est aussi une question de moyens, d'outils. Notamment sur par exemple les comités de quartier quand ils ont lieu, sur l'aménagement du territoire, avec on a tous entendu, pas connu, les plans en rue notamment dans les quartiers donc défavorisés. Et c'est vrai que quand on implique les habitants, qu'on essaye de rêver la même chose en se disant bon bah c'est chouette, le quartier à l'échelle de 5, 6, 10 ans il va changer comme on l'imagine, on raye tel bar et on met à la place un terrain de foot ou un terrain de basket, etc. Les craintes aussi que ça suscite, ça veut dire que les riverains qui disent ouais ça va ramener des jeunes, voilà on va avoir peur. Bon bref, mais en tout cas ça permet de créer du dialogue, etc. Et je pense que l'impact, si on parle de mesures d'impact aussi, si on met en lien justement les choses et on les articule ensemble, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel point les gens peuvent aussi évoluer, changer sur le point de vue en fait d'un voisin qui est là à 2 rues, voilà, et on soupçonne pas à quel point ça c'est très très vertueux. Donc et je trouve que ça, par exemple, voilà, c'est pas quantifiable, mais ça vaut de l'or en fait. Nous on est, pardon, mais nous on est vraiment en train de faire ça, c'est-à-dire on a fait 2 éditions. Et là, on est vraiment dans
une étude pour mesurer en fait ce qui a été investi par les différents acteurs, quel impact ça a, qu'est-ce qu'il en reste, etc. Parce que je suis d'accord, les moyens, c'est aussi l'éducation, c'est aussi les comportements, c'est aussi les ressources qu'on trouve. Enfin voilà, c'est. D'accord. Mais c'est de l'entreprise en fait pour moi. C'est entrepreneur. Il y a le inter quoi. Entreprendre. Oui, je voulais juste intervenir là-dessus pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Ça fait 4 ans qu'on accompagne le budget participatif de Paris sur plusieurs arrondissements. L'année prochaine, sur 6 arrondissements. Et on aide les gens en quartier politique de la ville à proposer des projets pour développer Paris. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on peut partir d'une super idée et après, ok, ton idée, elle est trop bien, on va juste t'aider à la construire et à la déposer. Et après, tu vas avoir éventuellement les gens qui vont voter pour ton projet et tes moyens vont arriver. Mais du coup, déjà, le fait de le rêver ensemble et qui mobilise une communauté pour voter pour le projet, c'est déjà énorme. Et après, il y a tous les outils qu'on peut mettre en place pour accompagner les gens à faire les choses. Parce qu'on n'a pas forcément le réseau, les contacts non plus. C'est comment est-ce qu'on agit ensemble. Merci. Merci à tous les 4. En fait, vous êtes tous très amazing. Bravo pour l'optimisme, bravo pour l'énergie que vous dégagez. Un grand merci.